Il a ôté la vie à mon père sous mes yeux, puis m'a regardé avec ses yeux de serpent, prêt à frapper. C'est à ce moment-là que j'ai su que l'enfer n'était pas sous terre, comme le prêchait le pasteur Williams de la ville à l'église. L'enfer était littéralement chez moi. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et indiquez d'où vous la regardez. Commençons. Je m'appelle Angelina Masson, mais tout le monde ici à Pinolow, ce lieu oublié de Dieu et des hommes au milieu des Appalaches, me connaît sous le nom de grand-mère Angie la quilteuse. J'ai 81 ans, les doigts tordus par l'arthrite après avoir confectionné tant de courtes pointes que je vends à la foire du comté, et ma mémoire est plus fine qu'un couteau de boucher. Ceux qui me voient aujourd'hui, assise dans mon rocking chair sur le porche de ma petite maison colorée, distribuant des bonbons aux petits-enfants du quartier, ne peuvent imaginer l'histoire de douleur et de résilience que je porte en moi depuis près de 70 ans. Je suis née en 1944 dans une maison en bois mal construite à Creekide, un endroit si isolé que, par forte pluie, nous étions bloqués pendant des jours, le ruisseau débordant et emportant tout sur son passage. C'était une maison simple avec un sol en terre battue, un poêle à bois allumé en permanence et une source cristalline qui coulait derrière notre propriété. Nous n'avions pas grand-chose, mais mon père, Andrew, disait toujours « Tant qu'il y a des haricots dans la marmite et un toit au-dessus de nos têtes, nous sommes déjà riches. » Mon père travaillait comme bûcheron. Il partait avant le lever du soleil, une machette à la ceinture et un chapeau de paille sur la tête, et revenait à la tombée de la nuit, portant du bois sur son dos qu'il vendait à l'intermédiaire. C'était un travail dur et dangereux, confronté aux serpents, aux pumas et parfois à la loi, car il n'avait pas toujours le permis de couper du bois dans la forêt. Mais il était honnête à sa manière, apportant toujours de quoi manger et ne nous laissant jamais, ni moi ni mon frère Jude, de 7 ans mon aîné, sans le nécessaire. « Regarde ce que je t'ai apporté, Angelina. » Il arrivait parfois avec un ruban coloré pour mes cheveux ou un bonbon emballé dans du papier sulfurisé. De petits bonheurs qui faisaient briller mes yeux dans cette enfance simple. Ma mère, Abigail, travaillait comme couturière. Au début, elle ne servait que les voisins, raccommodant ici, ajustant des vêtements là, mais elle devint connue pour son travail soigné et commença bientôt à recevoir des commandes, même de la part des citadins. C'est alors qu'elle eut l'opportunité de travailler dans une usine de confection à Oakidge, une ville voisine à près de 2 jours de route par les chemins de terre de l'époque. Elle hésita d'abord, ne voulant pas nous laisser seuls, mais le salaire était 3 fois supérieur à ce qu'elle pouvait gagner en cousant à la maison. « Ce n'est que pour un temps », me disait-elle en préparant ses vêtements pour le voyage. « Bientôt, j'économiserai un peu d'argent et je reviendrai chez toi. Et qui sait, peut-être que je pourrai même m'acheter une nouvelle machine à coudre. » Au début, elle revenait chaque semaine, passant presque tout le dimanche en voyage juste pour passer quelques heures avec nous. Puis les visites se sont espacées. Toutes les 2 semaines, puis une fois par mois. Les routes étaient trop mauvaises, le trajet épuisant, et il y avait toujours plus de travail à l'usine, plus d'argent à gagner. Avec l'absence de ma mère, la maison était différente. Mon père, déjà naturellement calme, se renfermait, plus triste. Mon frère Jude, quelque peu rebelle depuis ses 15 ans, devenait insupportable. Les disputes entre eux, autrefois rares, devinrent monnaie courante. « J'ai besoin d'argent, papa », demandait Jude presque tous les jours. « Je veux sortir de ce trou perdu. Aller à New York. Tout le monde va dans la grande ville. Sauf que nous, on pourrit dans ce trou. Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas, mon garçon? Mourir de faim? Devenir un criminel? Ici, au moins, tu as un toit et de quoi manger. » Répondait mon père. Toujours avec la même fermeté. De quoi manger? Cette bouillie qu'on mange tous les jours, des haricots et du pain de maïs détrempé, et ce toit qui fuit quand il pleut. Combien de temps vas-tu accepter de vivre dans cette misère, mon vieux? Les paroles de mon frère ont profondément touché mon père. Je voyais dans ses yeux la douleur de ne pas pouvoir offrir une vie meilleure à ses enfants. La honte d'être traité d'échec par sa propre chair et son propre sang. Moi, à 11 ans à l'époque, je ne comprenais pas vraiment toute cette colère de Jude. Pour moi, notre vie était simple, mais elle n'était pas si mauvaise. Nous avions de quoi manger, nous étions ensemble, et je pouvais encore aller à l'école rurale 3 fois par semaine quand je n'aidais pas à la maison. Si vous êtes toujours avec moi, j'aimerais vous demander de laisser un commentaire indiquant d'où vous me regardez. Cela me fait chaud au cœur de savoir que des gens de toute l'Amérique écoutent mon histoire, même après tout ce temps. Et si vous pouviez laisser un j'aime, cela aiderait cette chaîne à toucher plus de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre qu'il est possible de survivre même au pire cauchemar. Les disputes ont empiré avec le temps. Mon frère a commencé à quitter la maison, restant absent pendant des jours sans donner de nouvelles.
Il revenait toujours avec une odeur d'alcool de contrebande, parfois avec de l'argent dont on ignorait la provenance. Des vêtements neufs, une montre, et même une radio à pile. Un jour, il est arrivé avec. Mon père était méfiant, posait des questions, et les disputes ont repris. Où as-tu trouvé ça, Jude? Tu voles. Ça ne te regarde pas, mon vieux. Au moins, je m'en sors. Ce n'est pas comme si tu acceptais cette vie de misère. Un jour, j'ai surpris mon frère en train de fouiller le matelas de mon père, là où il gardait l'argent de la vente de bois. Quand il m'a vu à la porte, il s'est jeté sur moi avec une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Si tu ouvres ta petite bouche, je vais finir. Tu comprends? N'essaie même pas de le dire à papa. J'avais tellement peur que je n'ai rien dit. Quelques jours plus tard, quand mon père est allé chercher l'argent pour acheter des provisions au magasin de Monsieur Joseph, il a découvert que la moitié de ses économies avait disparu. C'était la plus grosse dispute de toutes. C'était toi, n'est-ce pas? Tu as pris l'argent, voleur, cria mon père en tenant Jude par la chemise. Lâche-moi, mon vieux. Lâche-moi. Je ne t'ai rien pris. Menteur. Qui d'autre ça pourrait être? Angelina est une enfant, et nous ne vivons que tous les trois dans cette maison. C'était l'argent pour acheter de la nourriture pour le mois, fils ingrats. J'ai cru qu'ils allaient s'entretuer sur le champ. Mon père, toujours si calme, semblait possédé par une rage que je n'avais jamais vue. Mon frère, acculé, niait tout. Mais son regard trahissait une autre histoire. Je restais paralysé dans un coin de la cuisine, ne sachant que faire, jusqu'à ce que mon père libère enfin Jude et sorte en claquant la porte, probablement pour éviter de faire pire. Ce soir-là, quand mon père revint, il était plus calme. Il s'assit près de moi au bord du lit avant que je m'endorme, comme il le faisait quand j'étais plus jeune, et me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Angelina, ma fille. Certaines personnes naissent avec un bon cœur, d'autres avec un cœur rempli de ténèbres. Quoi qu'on fasse, on ne peut rien changer à ce qui est déjà là. Ton frère, il est dans cette obscurité depuis tout petit. J'ai tout essayé, mais je n'arrive pas à l'atteindre. Promets-moi que tu resteras toujours du côté de la lumière, ma fille. Que tu ne laisseras jamais le mal du monde endurcir ton cœur. Je te l'ai promis sans vraiment comprendre ce qu'il voulait dire. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris le poids de ces mots. À quel point mon père savait déjà que quelque chose de terrible se préparait dans notre foyer. La situation s'est aggravée lorsque ma mère a envoyé une lettre disant qu'elle resterait quelques mois de plus sans rentrer. L'usine avait augmenté sa production. Il payait les heures supplémentaires et elle voulait économiser avant de rentrer. Elle a joint de l'argent à la lettre et m'a fait confectionner des vêtements neufs. Mon père était dévasté, mais il ne l'a pas montré. Il a juste mis l'argent sous le matelas avec le reste de ses économies et a continué sa routine. Jude, lui, a explosé en l'apprenant. Tu vois, même elle ne supporte plus cette vie misérable. Elle préfère rester loin de nous plutôt que de retourner dans ce taudis. Respecte ta mère, mon garçon. Elle se tue à la tâche pour toi afin de t'offrir un avenir meilleur. L'avenir? Quel avenir y a-t-il ici, papa? Dis-moi. Vais-je finir comme toi, à porter du bois sur mon dos jusqu'à ce que mon corps n'en puisse plus? À vivre dans une cabane sans même une salle de bain intérieure? La dispute était si violente que Jude a disparu pendant près d'une semaine. À son retour, il était différent, plus calme, presque amical. Il a même aidé mon père dans quelques tâches ménagères, réparé le toit qui fuyait, des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant. Mon père se méfiait de ce changement soudain, mais préférait croire que son fils était peut-être enfin en train de mûrir. Voyez-vous, Angelina, les gens peuvent changer, m'a-t-il dit un soir alors que nous mangions du riz avec des haricots et une courge qu'il avait plantée dans le jardin. Votre frère montre qu'il peut être différent. Il était loin de se douter que ce calme n'était que le prélude à la plus grande tempête que notre famille allait affronter. Jude n'avait pas changé. Il attendait juste le bon moment, comme ces pumas dont mon père disait qu'ils restaient silencieux dans les broussailles, observant leur proie, choisissant le moment exact pour bondir. Et quand ce bond est arrivé, il a détruit à jamais la fille que j'étais. La fille qui croyait encore que le monde pouvait être un endroit agréable. Que les gens pouvaient changer. Que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Tout cela s'est éteint lors d'une nuit de forte pluie, lorsque le tonnerre a couvert les cris de mon père et que son sang a taché à jamais le sol en terre battue de notre cuisine. Mais cette partie de l'histoire, mes chers, est d'une ampleur inimaginable pour un humain. Si vous êtes restés jusqu'ici avec moi, accrochez-vous à ma main ridée tandis que je vous emmène dans les recoins les plus sombres de ma mémoire. Ceux que j'ai tenté d'oublier pendant tant d'années,
mais qui restent là, gravées dans mon âme comme des cicatrices que même le temps ne peut effacer. 3 jours s'étaient écoulés depuis que ma mère m'avait annoncé qu'elle ne reviendrait qu'après un mois. 3 jours que mon père marchait tête baissée, travaillant encore plus dur, partant avant même le chant du coq et revenant quand la nuit avait englouti le dernier rayon de soleil. 3 jours durant, mon frère Jude était resté mystérieusement calme, aidant même à la maison, ce qu'il ne faisait jamais. Cette nuit-là, la pluie tombait si fort qu'elle semblait vouloir emporter notre petite maison. Les gouttes s'écrasaient sur le toit en tôle, faisant un bruit assourdissant. Les éclairs traversaient le ciel, illuminant la cuisine quelques secondes, et le tonnerre faisait trembler les murs comme s'ils étaient en papier. Des nuits comme celle-ci étaient courantes à Pinolow, mais celle-ci avait quelque chose de différent, une lourdeur dans l'air que même moi, à 11 ans, je ressentais. Mon père était rentré plus tôt du travail à cause de l'orage. Il était assis à la table de la cuisine, éclairé par la faible lumière de la lanterne, et comptait les billets de dollars qu'il avait gagnés en vendant du bois cette semaine-là. Ce n'était pas grand-chose, mais avec ses économies, c'était suffisant pour acheter des fournitures pour le mois et même économiser un peu. « Regarde, Angelina. » Il m'a montré quelques pièces et les a placées dans ma petite main. « C'est pour que tu puisses t'acheter ce nouveau cahier dont tu as besoin pour l'école. » Je souris, sentant le métal froid dans la paume de ma main, repensant au cahier à couverture rigide que j'avais vu chez Monsieur Joseph. Il était si beau, avec un motif floral sur la couverture. Ce serait mon premier cahier neuf, pas un de ces cahiers réutilisés que l'institutrice préparait pour les enfants les plus pauvres. C'est à ce moment-là que Jude entra dans la cuisine. Il avait un regard étrange, un peu vitreux, et sentait le clair de lune, même s'il était assez sobre pour marcher sans trébucher. « Tu comptes de l'argent, papa ? Combien en as-tu là ?» demanda-t-il en tirant une chaise et en s'asseyant en face de mon père. « Ça ne te regarde pas, Jude. Va te coucher. Il est tard. Ça ne me regarde pas. Alors, à qui ça appartient ? Je suis ton fils. J'ai le droit de savoir. » Mon père soupira profondément, fourrant les billets dans la poche de sa chemise usée. « Il y a assez d'argent pour qu'on ne meure pas de faim ce mois-ci et pour acheter des fournitures scolaires à ta sœur. » Jude rit. Un rire sec, sans joie. « Des fournitures scolaires ? À quoi bon ? Pour qu'elles finissent comme nous, coincées dans ce trou perdu. La seule qui s'est sauvée, c'est maman, qui a eu le courage de partir. Ta mère n'est pas partie, mon garçon. Elle travaille, elle envoie de l'argent pour nous aider. C'est différent. Ce n'est pas différent. Elle ne revient pas parce qu'elle ne supporte plus cette vie misérable. Et je ne la supporte plus non plus. » Mon père se leva de sa chaise, les yeux brillants d'une colère contenue. « Et puis tu pars aussi. Tu es adulte. Tu peux très bien tenter ta chance ailleurs. Mais ne crois pas que tu prends l'argent que j'ai gagné en Suédine. » C'est alors que j'ai vu mon frère sortir quelque chose de sa ceinture. Au début, à la faible lumière de la lanterne, je n'ai pas pu identifier ce que c'était. Ce n'est que lorsque le métal a reflété l'éclair qui a déchiré le ciel que j'ai vu un couteau. Pas n'importe quel couteau, mais le couteau de chasse de mon père, celui qu'il utilisait pour couper du bois, avec un manche en bois sculpté et une longue lame tranchante. « Donne-moi l'argent, papa, » dit Jude d'une voix différente, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. « Donne-moi tout ce que tu as là-bas, et aussi ce que tu as caché sous le matelas. » Mon père resta figé, les yeux fixés sur le couteau, puis sur le visage de son fils. Il n'y avait aucune peur, juste une profonde tristesse, une déception qui semblait peser des tonnes. « Alors voilà. Tu vas voler ton propre père, l'homme qui t'a donné la vie, qui t'a élevé, qui t'a toujours mis de la nourriture dans la bouche. Arrête de faire le drame. Ce n'est pas du vol. C'est juste prendre ce qui me revient de droit. Tu n'allais jamais me le donner. J'ai économisé chaque centime en pensant à votre avenir à tous les deux, » dit mon père d'une voix étranglée. « Que tu es quelque chose de mieux que moi. Et c'est comme ça que tu me remercies ?» Jude s'avança, le couteau pointé sur la poitrine de mon père. « Assez parlé. Où est l'argent ? » Tout se passa très vite. Mon père essaya d'attraper le bras de mon frère. Ils se battirent, renversèrent la lanterne qui s'éteignit en tombant, et nous nous retrouvâmes dans le noir complet, éclairés seulement par quelques éclairs. J'entendis des cris, des bruits de lutte, des objets tombant au sol. J'étais paralysé dans un coin, muet de terreur, incapable de courir ou d'appeler à l'aide. Lorsqu'un éclair plus fort illumina la cuisine pendant quelques secondes, je vis la scène qui allait changer ma vie à jamais. Mon frère debout, le couteau à la main, dégoulinant de sang. Mon père par terre, une tache sombre s'étalant sur sa chemise claire, les yeux fixés au plafond,
la bouche entr'ouverte comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Le tonnerre qui suivit l'éclair étouffa mon cri d'horreur. Jude se tourna vers moi, réalisant alors seulement que j'avais été là depuis le début, témoin de tout. Ses yeux croisèrent les miens, et ce que j'y vis me glaça l'âme. Il n'y avait aucun remords, aucun choc, juste une froideur calculatrice, comme s'il venait de tuer un poulet pour le déjeuner, et non son propre père. « Regarde ce que tu m'as fait faire, Angelina », dit-il d'une voix étrangement calme. « C'est aussi ta faute. Si tu n'avais pas toujours été de son côté, si tu n'avais pas toujours été à me dénoncer, je reculais d'un pas, touchant le mur froid. Je savais que je devais courir, crier, chercher de l'aide, mais mon corps refusait d'obéir. C'était comme être prisonnier d'un cauchemar. Un de ces cauchemars où l'on essaie de crier, mais aucun son ne sort. Maintenant, on est juste tous les deux, poursuivit-il en s'approchant lentement. Jusqu'au retour de maman, tu vas devoir m'obéir. Et si tu racontes à quelqu'un ce qui s'est passé ici? Eh bien, tu as déjà vu de quoi je suis capable. J'acquiesçai, tremblante à claquer des dents. Ce n'était pas une promesse. C'était la terreur. Jude alluma la lanterne tombée, illuminant à nouveau la cuisine. Le corps de mon père gisait par terre, les yeux toujours ouverts, le regard perdu dans le vide. J'avais envie de courir vers lui, de le serrer dans mes bras, de lui dire que je l'aimais. Mais le regard de mon frère me clouait sur place. « Va dans ta chambre et ne sors pas avant que je te le dise », ordonna-t-il, déjà penché pour fouiller les poches de mon père. « Il faut que je range ce bazar. » Je courus vers ma petite chambre, un espace séparé seulement par un vieux rideau. Je me jetai sur la natte de paille qui me servait de lit et enfouis mon visage dans l'oreiller pour étouffer mes sanglots. Je pleurai jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes, jusqu'à ce que mon corps me fasse mal à force de trembler, jusqu'à ce que l'épuisement me fasse sombrer dans un sommeil agité et peuplé de cauchemars. À mon réveil le lendemain matin, l'espace d'une glorieuse seconde, j'oubliai ce qui s'était passé. Ce n'était qu'un cauchemar, pensai-je. Un horrible rêve. Mais j'entendis mon frère bouger dans la cuisine, et tout revint comme une vague géante, m'étouffant. Je me levai lentement et tirai le rideau. La cuisine était propre, sans aucune trace de l'horreur de la nuit précédente. Le sol avait été frotté, les meubles rangés. C'était comme si rien ne s'était passé, sauf que mon père était introuvable. « Bonjour, petite sœur », dit Jude avec une normalité troublante. Il était assis à table et comptait de l'argent. L'argent de mon père. « Tu as bien dormi ?» Je ne répondis pas. Mes yeux scrutèrent la cuisine, à la recherche d'un signe de mon père, d'une preuve de ce que j'avais vu. « Si tu cherches papa, tu ne le trouveras pas, » dit-il en remarquant mon regard. Je l'ai enterré au fond du jardin, sous ce vieux pommier. Personne ne regarderait là. J'ai senti mon estomac se retourner. Il parlait de la mort de notre père comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Comme s'il ne venait pas de tuer celui qui nous avait donné la vie, qui avait pris soin de nous, qui avait travaillé jusqu'au sang pour nous donner le peu que nous avions. Pourquoi? C'était le seul mot que je trouvais. Ma voix était si faible que je m'entendais à peine. Parce qu'il me gênait. Parce qu'il ne me donnerait jamais ce dont j'avais besoin. Parce qu'il t'avait toujours préféré, toi, la petite fille obéissante. La petite chérie de papa. Il y avait tant de haine dans ces mots que j'ai pris du recul. Comment n'avais-je pas remarqué plus tôt combien mon frère détestait non seulement notre vie, mais aussi moi et notre père? Et maintenant, que va-t-il se passer? Demandai-je, encore incapable d'assimiler pleinement la nouvelle réalité dans laquelle je me trouvais. Maintenant, nous allons vivre à notre façon jusqu'au retour de maman. Tu vas continuer à aller à l'école comme si de rien n'était. Si quelqu'un me demande des nouvelles de papa, qu'il soit parti travailler au camp de bûcherons de Black Mountain, et que maman revienne, eh bien, on lui dira la même chose. Il s'est levé de sa chaise et s'est approché de moi. Instinctivement, j'ai reculé jusqu'à sentir le mur froid contre mon dos. Et souviens-toi, Angelina, a-t-il dit en me saisissant fermement le menton, me forçant à le regarder dans les yeux. Si tu racontes à qui que ce soit ce qui s'est passé ici hier soir, je te ferai la même chose que je lui ai fait. J'ai hoché la tête, les larmes coulant silencieusement sur mon visage. Bien. Maintenant, lave-toi le visage et va chercher de l'eau à la source. La vie continue. La vie continuait, certes, mais ce n'était plus la vie. C'était de la survie au sens le plus grossier du terme. Chaque minute passée dans cette maison était une torture. Chaque recoin gardait des souvenirs de mon père. Chaque objet me le rappelait. Et chaque regard de mon frère me rappelait que j'étais seule avec un meurtrier.
Si vous m'accompagnez encore dans ce douloureux voyage à travers mon passé, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Partager cette histoire après tant d'années est encore douloureux, mais cela allège aussi un poids énorme. Chacun de vos commentaires me donne la force de continuer. Et si vous pouvez laisser un « j'aime », cela permet à cette chaîne de toucher davantage de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre cela, même dans les moments les plus sombres. Il est encore possible de retrouver le chemin de la lumière. Les jours suivants, j'ai essayé de maintenir une apparence de normalité. J'allais à l'école, je revenais, je faisais le ménage. Quand les voisins m'ont demandé des nouvelles de mon père, j'ai répété le mensonge inventé par Jude. Il était parti travailler dans un camp de bûcherons à Black Mountain. Il sera absent quelques mois. Intérieurement, je mourais un peu chaque jour. La nuit, allongée sur ma natte, je pleurais en silence, serrant la vieille chemise de mon père que j'avais cachée sous mon oreiller. Le jour, j'évitais autant que possible d'être près de mon frère. Mais dans une maison aussi petite que la nôtre, c'était presque impossible. Jude a commencé à boire davantage, à rester plus souvent à la maison. Il utilisait l'argent de mon père pour acheter de l'alcool de contrebande et parier aux cartes en ville. Parfois, il revenait avec des cadeaux étranges. Un ruban à cheveux, un petit miroir, des choses que je ne voulais même pas toucher, sachant d'où venait l'argent pour les acheter. Au fil des jours, j'ai remarqué que son regard changeait. Ce n'était plus seulement un regard menaçant, un regard de contrôle. C'était quelque chose de différent, quelque chose qui me faisait me sentir sale, rien que d'être dans la même pièce que lui, quelque chose qui me retournait l'estomac et qui faisait battre mon cœur de peur. Une partie de moi savait ce qui allait arriver, et cette partie réfléchissait déjà à la façon de me défendre le moment venu, car je savais au fond de moi que le pire était encore à venir. C'est un jeudi, presque 2 semaines après la mort de mon père, que mon pire cauchemar a commencé à se réaliser. J'étais rentrée de l'école plus tôt que prévu, car le professeur devait aller en ville pour régler des problèmes. La journée était chaude et humide, annonçant un orage pour plus tard. En arrivant à la maison, j'ai trouvé Jude assis à la table de la cuisine, 3 bouteilles vides d'alcool de contrebande à côté de lui, les yeux rouges et un sourire qui m'a glacé l'âme. « Tu es rentrée tôt aujourd'hui, petite sœur, » a-t-il dit, la voix brouillée par l'alcool. « Viens ici. Assieds-toi près de ton frère. »« Je dois laver du linge à la source », ai-je répondu en essayant de m'échapper. « Ça s'accumule. Le linge peut attendre. Viens ici. » Il y avait quelque chose dans son ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Lentement, je me suis approchée, gardant une distance de sécurité, serrant fermement la sangle du sac en tissu où je transportais mes cahiers. « Tu sais, Angelina, » a-t-il commencé, m'examinant d'une manière qui m'a fait trembler de dégoût. « Tu commences à ressembler à maman. Les mêmes yeux, la même démarche. » J'ai reculé d'un pas, le cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Je connaissais ce regard. C'était le même que celui que je voyais chez les hommes plus âgés, lorsqu'ils regardaient des filles qui avaient déjà un corps de femme, même si elles n'avaient que 13 ou 14 ans. « Tu es mon frère, » ai-je dit, la voix faible de peur. « Arrête, » a-t-il ri, un rire qui n'avait rien de joyeux. « Et alors ? Dans cette maison, les règles sont les miennes maintenant. Ton père n'est plus là pour te protéger. Ta mère est loin. Qui va m'en empêcher ? » À cet instant, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai couru. J'ai couru hors de la maison comme si le diable en personne me poursuivait, dans les bois, n'importe où, loin de lui. J'ai entendu ses cris m'appeler, puis le bruit de ses trébuchements et de sa chute, probablement trop étourdi par l'alcool pour me rattraper. Je suis resté caché dans les bois pendant des heures, tremblant de peur, imaginant ce qui se passerait quand il faudrait rentrer. La pluie menaçante est finalement arrivée, forte, impitoyable, me trempant jusqu'aux os. Malgré tout, j'ai préféré rester là, sous l'eau, plutôt que de retourner dans cette maison qui avait été la mienne et qui était devenue ma prison. Je ne suis revenu que lorsqu'il faisait complètement nuit, espérant que Jude avait tellement bu qu'il s'évanouirait. Heureusement, c'est ce que j'ai trouvé. Il était tombé sur le lit, ronflant bruyamment, empestant l'alcool de contrebande et la sueur acide. Je me suis enfermé dans ma petite chambre, pressant un lourd coffre contre le rideau qui nous séparait, sachant que cela ne me protégerait pas vraiment, mais me procurant un faux sentiment de sécurité. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis resté allongé à contempler le plafond de chaume, réfléchissant à comment m'échapper, à comment survivre. J'ai pensé à ma mère, qui devait revenir dans quelques semaines. Si la lettre qu'elle avait envoyée était correcte, pourrais-je tenir jusque-là ? Et même si je le faisais, me croirait-elle quand je lui raconterais ce que Jude avait fait à notre père, ou prendrait-elle son parti,
puisqu'il avait toujours été son préféré? Le lendemain matin, Jude se réveilla avec une terrible gueule de bois, vomissant dans la cour, maudissant le monde. J'en profitai pour m'échapper avant même qu'il ne remarque mon départ et aller à l'école. Là, au moins, je me sentais en sécurité, loin de ses griffes. C'est à l'école, assis dans un coin de la cour, en train de déjeuner, que j'ai commencé à élaborer un plan. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça, à attendre chaque jour que le pire arrive. J'avais besoin de me défendre. J'avais besoin de faire quelque chose. Tout va bien, Angelina? Demanda Madame Aurora, l'institutrice, remarquant mon silence. Les cernes sous mes yeux, ma façon de sursauter au moindre bruit. Oui, institutrice. Mon père me manque, répondis-je. Ce mensonge me vient facilement après tant de répétitions. C'est normal, ma chère. Travailler loin n'est facile pour personne. Mais il reviendra bientôt, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête en ravalant mes larmes. Si seulement elle savait la vérité, si je pouvais la lui dire. Mais la peur était plus grande. La peur que personne ne me croie. La peur de ce que Jude me ferait s'il apprenait que j'avais ouvert la bouche. Je suis rentrée aussi tard que possible, empruntant le chemin le plus long, m'arrêtant pour cueillir des baies sauvages, cherchant n'importe quelle excuse pour ne pas arriver. Quand je n'ai finalement plus eu d'autre excuse pour tarder, je suis entrée lentement, m'attendant au pire. Jude était étrangement calme. Il avait même préparé à manger. Du riz aux haricots à moitié crus, mais c'était quand même de la nourriture. Angelina, m'a-t-il dit en me voyant entrer, viens manger. Je nous ai préparé le dîner. J'étais méfiante face à cette gentillesse soudaine, mais j'avais tellement faim que je me suis assise et j'ai mangé en silence, gardant toujours les yeux rivés sur mon assiette, évitant de croiser son regard. Désolé pour hier, a-t-il dit au bout d'un moment. J'étais saoule, j'ai dit des bêtises. Tu es ma petite sœur. Je n'aurais pas dû dire ces choses. Je voulais y croire. L'espace d'un instant, j'ai voulu croire que le Jude d'avant, le frère qui jouait avec moi quand j'étais petite, qui me portait sur ses épaules dans les sentiers forestiers, était de retour. Mais j'en avais assez vu pour savoir que les mots ne signifiaient rien pour lui. D'accord, ai-je répondu, toujours sans le regarder. Je vais me coucher. Je suis fatiguée. Les jours suivants, Jude a conservé cette fausse gentillesse. Il a préparé à manger, demandé comment s'était passée l'école, a même réparé le toit qui fuyait. Mais je remarquais les petits détails. La façon dont ses yeux me suivaient partout dans la maison. Comme il trouvait toujours une excuse pour me toucher en passant. Comme il me regardait dormir à travers le fin rideau qui séparait nos chambres. Chaque nuit était un supplice. Allongé dans le noir, entendant sa respiration de l'autre côté, priant pour qu'il ne décide pas que ce soir-là serait la nuit où la fine barrière entre nous serait brisée. Oh, mes chers, comme c'est difficile de parler de ces choses, même après tant de temps. Mon cœur se serre encore. Mes mains tremblent encore quand je m'en souviens. Mais j'ai besoin de le dire. J'ai besoin de libérer ce poison qui est en moi depuis des décennies. C'est un samedi soir que l'inévitable s'est produit. Jude était sorti pendant la journée, était rentré tard, sentant le clair de lune comme toujours. J'étais déjà au lit, faisant semblant de dormir, quand je l'ai entendu tirer le rideau de ma chambre. « Je sais que tu es réveillée, Angelina », a-t-il murmuré d'une voix rauque. « Arrête de faire semblant. » Je suis restée immobile, le cœur battant si fort qu'il l'entendait. J'ai senti son poids faire s'enfoncer le matelas lorsqu'il s'est assis à côté de moi. « Tu m'évites, petite sœur. »« Pourquoi ? On est seuls tous les deux maintenant. On doit prendre soin l'un de l'autre. » Sa main lourde a touché mon bras, et ce fut comme une décharge électrique. Tout mon corps a réagi avec dégoût. « Laisse-moi tranquille, Jude », ai-je dit d'une voix tremblante, m'éloignant le plus possible. « Ne sois pas comme ça », insista-t-il, sa main maintenant fermement sur mon bras. « Je prends soin de toi. Je te donne à manger et un toit. C'est comme ça que tu me remercies. S'il te plaît, suppliai-je, les larmes aux yeux. Je suis ta sœur. C'est mal. » Ses mains remontèrent vers mon cou, me serrant légèrement, une menace évidente. C'était mal de naître et de voler toute l'attention de papa et maman. C'était mal de toujours être la préférée, la protégée. Maintenant, c'est à mon tour d'avoir ce que je veux. C'est alors que quelque chose se brisa en moi. La peur paralysante que je ressentais céda la place à une colère immense, une fureur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Dans l'obscurité, ma main tâtonna et trouva les vieux ciseaux que j'utilisais pour couper des chutes de tissu. D'un mouvement rapide,
Je visai son bras et l'enfonçai de toutes mes forces. Le cri de Jude a dû réveiller même les hiboux de la forêt. Il a bondi en arrière, tenant son bras qui saignait. Misérable! Je te tue pour ça. J'ai profité de l'instant et j'ai couru. J'ai couru hors de la maison, dans l'obscurité de la nuit, au milieu des bois, sans me soucier des épines qui déchiraient mes pieds nus, des branches qui me fouettaient le visage. J'ai couru jusqu'à ce que je n'ai plus de souffle, jusqu'à ce que mes jambes faiblissent et que je tombe à genoux sur la terre humide. J'ai passé la nuit entière caché dans une petite grotte que je connaissais depuis l'enfance, tremblant de froid et de peur, imaginant ce que je ferais à l'aube. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. C'était sûr. Jude me tuerait après ce que j'avais fait. Je ne pouvais pas aller au village. Tout le monde me poserait des questions auxquelles je ne pouvais répondre. Je ne pouvais pas appeler la police. Dans mon esprit d'enfant, je pensais que je serais tenu responsable de la mort de mon père, n'ayant rien fait pour l'empêcher. C'est là, dans cette grotte sombre, affamée et glacée, que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je m'enfuirais, je laisserais tout derrière moi et j'essaierais de rejoindre ma mère à Oakidge. Je n'avais aucune idée de comment m'y prendre, mais tout valait mieux que de retourner à cette maison. Au lever du soleil, j'ai quitté ma cachette et pris la route principale, déterminé à suivre la direction que je croyais être celle d'Oakidge. J'ai marché toute la journée, les pieds en sang, l'estomac gargouillant de faim, ne m'arrêtant que pour boire l'eau des ruisseaux et manger quelques baies sauvages que je reconnaissais comme sûres. À la fin de la journée, épuisé, je me suis réfugié dans un hangar abandonné au milieu des bois. J'étais si fatigué que je me suis endormi aussitôt, allongé sur le sol dur, mon bras en guise d'oreiller. Je me suis réveillé au son de pas. Mon cœur a failli s'arrêter en apercevant la silhouette dans la porte. C'était un homme. L'espace d'une seconde terrifiante, j'ai cru que Jude m'avait trouvé. Mais lorsqu'il a parlé, j'ai réalisé que c'était une autre voix. Ma fille, que fais-tu ici toute seule? C'était Monsieur Théodore, un vieux trappeur qui passait parfois chez nous pour vendre des fourrures à mon père. Il m'a immédiatement reconnue. Angelina, la fille d'Andrew, que t'est-il arrivé, ma petite? Tu es toute griffée. Je voulais tout raconter de mon père, de mon frère, de l'horreur que j'avais vécue ces dernières semaines. Mais les mots ne sortaient pas. La peur me dominait encore. Je me suis perdue, c'est tout ce que je pouvais dire. Je cherchais le chemin d'Oakidge, où ma mère travaille. Monsieur Théodore m'a regardé avec suspicion, mais n'a pas posé d'autres questions. Tu vas dans la mauvaise direction, ma fille. Oakidge, c'est l'autre chemin. Viens, je t'emmène sur la route qui y mène. Il y a un chariot qui passe avec des marchandises. Tu pourrais peut-être te faire déposer. Je suivis le vieil homme en silence, reconnaissante de son aide, mais tremblante de peur, regardant constamment derrière moi, m'attendant à voir Jude surgir du bois à tout moment. Nous atteignîmes la route principale alors que le soleil était déjà haut. Monsieur Théodore me laissa là avec un morceau de pain qu'il avait pris dans son sac à lunch. Reste ici, ma fille. Bientôt, quelqu'un passera en ville. Mais es-tu sûre de ne pas vouloir rentrer? Ton père doit être inquiet. J'avalai ma salive, presque prête à avouer la vérité. Non, je ne peux pas rentrer. Je dois retrouver ma mère. Il hocha la tête, toujours méfiant, mais me laissa là et continua son chemin. Je restai assise au bord de la route pendant des heures, observant la circulation clairsemée, rassemblant mon courage pour demander au premier véhicule passé de me déposer. C'est alors que j'entendis le bruit des sabots d'un cheval qui approchait. Je me levai pleine d'espoir, imaginant que ce pourrait être quelqu'un de ma connaissance qui pourrait m'aider. Mais lorsque le cavalier s'approcha, mon sang se glaça, monté sur un cheval bai avec un bandage improvisé au bras et le regard rempli de haine. « Jude t'a-t-il trouvé, petite sœur ?» dit-il en descendant de cheval et en s'approchant de moi. « Tu pensais vraiment pouvoir m'échapper? Ceux d'entre vous qui m'écoutent encore, imaginez la terreur que j'ai ressentie à ce moment-là. J'étais épuisée, blessée, sans la force de courir à nouveau. Jude m'a attrapé par le bras, violemment, et m'a traîné jusqu'au cheval. On rentre. On a des affaires à régler, toi et moi. C'est là que j'ai compris que c'était peut-être ma dernière chance. Si je retournais avec lui, je ne vivrais probablement pas assez longtemps pour raconter cette histoire. Dans ce moment de désespoir, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie à jamais. On rentre. On a des affaires à régler, toi et moi. Les mots de Jude résonnaient encore dans ma tête tandis qu'il m'entraînait vers le cheval. Mes jambes tremblaient. Mon cœur semblait vouloir me sauter aux lèvres. À cet instant, quelque chose en moi s'est réveillé, une force que je ne me connaissais pas, née du plus pur désespoir.
Alors qu'il se retournait pour monter à cheval tout en me tenant le bras, ma main libre a trouvé une grosse pierre au sol. Sans réfléchir à deux fois, je l'ai soulevée et je l'ai frappée de toutes mes forces à la tête. Le bruit était horrible, comme une noix de coco verte qui craque. Jude a titubé, m'a lâché et est tombé à genoux, la main sur la tête, où le sang commençait déjà à couler. « Espèce de misérable !» marmonna-t-il en essayant de se relever, mais il retombait. Je n'attendis pas de voir la suite. J'enfourchai son cheval avec une agilité que je ne me connaissais pas et m'éloignai au galop, sans me retourner, sans me soucier d'avoir tué mon frère ou simplement de l'avoir blessé. À cet instant, je ne pensais qu'à m'échapper, à survivre. Je chevauchai pendant des heures, suivant la route principale, priant pour être sur le bon chemin vers Oakidge. Le cheval, un animal doux et habitué à Jude, obéit à mes ordres. À la tombée de la nuit, je m'arrêtai dans une petite clairière à l'écart de la route. J'avais peur de continuer dans l'obscurité et de me perdre, et j'avais aussi besoin de repos. J'attachai le cheval à un arbre, lui donnai de l'eau à un ruisseau voisin et me blottis sous un grand arbre, tremblant de froid et de peur. Je n'arrivais pas à dormir. Chaque bruit de la forêt me faisait sursauter. Chaque ombre semblait être celle de Jude qui venait me chercher. Et plus que la peur de lui, j'étais tourmentée par le doute. Avais-je tué mon propre frère? Étais-je désormais une meurtrière comme lui? Lorsque le premier rayon de soleil perça les feuilles des arbres, je me levai, m'élançai et repris ma monture. Il fallait que je continue. Il fallait que je retrouve ma mère avant que Jude ne me trouve, s'il était encore en vie. Vers midi, j'aperçus les premières maisons d'un village que je ne connaissais pas. Je m'arrêtai à une épicerie et demandai au propriétaire, un gros homme à la moustache épaisse, si j'étais sur le bon chemin pour Oakidge. Oui, ma fille. Suis cette route pendant encore une vingtaine de kilomètres et tu y arriveras. Mais que fait une enfant comme toi toute seule par ici? Et ce cheval là-bas? À qui est-il? Il est à mon père. Mentis-je, le cœur battant. Il m'a envoyé chercher ma mère, qui travaille à l'usine de vêtements d'Oakidge. Il est malade. L'homme me regarda d'un air soupçonneux, mais acquiesça. Tu veux de l'eau? On dirait que tu n'as rien bu ni mangé depuis des jours. J'ai accepté l'eau et le morceau de pain avec de la saucisse qu'il m'offrait, et je les ai dévorés en quelques secondes. C'est seulement alors que j'ai réalisé ma faim. Je l'ai remercié et j'ai continué ma route, désormais certain d'être sur la bonne voie. Dans l'après-midi, alors que le soleil commençait déjà à se coucher, j'ai aperçu les premières maisons en briques d'Oakidge. C'était une petite ville, mais pour moi, habituée à Pinolow, elle me semblait immense. Des rues pavées, quelques boutiques, une grande église sur la place centrale. J'étais à la fois stupéfait et terrifié. Comment retrouverais-je ma mère dans cet endroit? Je me suis arrêté de nouveau à une épicerie et j'ai demandé où se trouvait l'usine de vêtements. Le propriétaire, un vieil homme aux cheveux blancs, m'a indiqué le chemin. Au bout de la rue principale, un grand entrepôt avec une enseigne bleue. Impossible de le manquer. J'ai suivi les indications, le cœur serré. Quand j'ai enfin repéré l'entrepôt avec l'enseigne « Vêtements de Sainte Rita », je suis descendu de cheval et l'ai attaché à un poteau proche. Mes jambes me soutenaient à peine lorsque j'ai franchi la porte d'entrée. Une sonnette a sonné à l'ouverture. Une jeune femme est venue me soigner, fronçant les sourcils en voyant mon état, sale, blessé, les vêtements déchirés. « Puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé, méfiante. « Je cherche ma mère, Abigail Mason. Elle travaille ici. » Le visage de la femme s'est illuminé d'un sourire. « Oh, Madame Abby. Bien sûr, elle est au fond. Vous voulez que je l'appelle ?» J'ai hoché la tête, incapable de dire davantage. L'émotion d'être si proche de ma mère après tout ce que j'avais traversé m'a laissé sans voix. La femme a disparu par une porte au fond. Et quelques secondes plus tard, j'ai entendu la voix que je désirais le plus entendre au monde. Angelina, ma fille. Et elle était là, ma mère. Plus mince que dans mes souvenirs, avec des cernes sous les yeux, mais toujours la plus belle personne que j'ai jamais vue. Je me suis jetée dans ses bras et j'ai fondu en larmes, sanglotant si fort que j'ai cru que j'allais me briser en deux. Que s'est-il passé, ma chérie? Pourquoi es-tu comme ça? Toute blessée. Où sont ton père et ton frère? Il était temps. Le temps de tout raconter. De déverser toute l'horreur que j'avais vécue ces dernières semaines. Mais les mots ne sortaient pas. Comment aurais-je pu dire à ma mère que son fils aîné avait tué son mari? Qu'il avait tenté de maltraiter sa propre sœur? Que j'avais peut-être tué mon frère d'un coup à la tête? Calme-toi, ma chérie, dit-elle en me serrant plus fort dans ses bras. Allons à la maison où je loge.
Là, tu pourras tout me raconter. La maison était une petite pièce à l'arrière de l'usine, avec un lit simple, un petit poêle et une minuscule salle de bain. Malgré tout, elle ressemblait à un palais comparé à l'horreur que j'avais laissée derrière moi. Maman faisait chauffer de l'eau, me lavait, comme elle le faisait quand j'étais petite, soignait mes blessures, me donnait à manger chaud. Ce n'est qu'après, assise au bord du lit, qu'elle me prit les mains et me demanda « Maintenant, dis-moi tout, ma chérie. » Et je lui racontai, la voix brisée par les sanglots, les disputes de plus en plus violentes entre mon père et Jude. Je lui racontai la nuit de la tempête, le couteau, le sang de mon père tachant le sol de la cuisine. Je lui racontai les jours de terreur, seul avec mon frère, ses menaces, la nuit où il a essayé de me toucher. Je lui racontai ma fuite, le rocher, mon voyage désespéré pour la retrouver. Quand j'eus terminé, ma mère était pâle comme un fantôme, les mains tremblantes, les larmes aux yeux. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en me serrant fort dans ses bras. « Mon Dieu, qu'ai-je fait? Que ai-je fait en te laissant seule avec lui ?» Elle avait toujours su que Jude était perturbé, violent par moments, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse aller aussi loin. La culpabilité que je lisais dans ses yeux était presque insupportable. « Ce n'est pas ta faute, maman, » dis-je en lui tenant les mains. « Tu ne le savais pas. Personne ne le savait. » Cette nuit-là, j'ai dormi en serrant ma mère dans mes bras dans le lit étroit, épuisée physiquement et émotionnellement, mais pour la première fois depuis des semaines, je me sentais en sécurité. Le cauchemar était terminé. Du moins, c'est ce que je pensais. Le lendemain matin, des coups violents à la porte nous ont réveillés. Maman a ouvert et s'est retrouvée face à face avec deux hommes. L'un était le shérif de la ville, l'autre un adjoint. Derrière eux, pâle et la tête bandée, se trouvait Jude. « Madame Mason », a dit le shérif en ôtant son chapeau. « Votre fils a porté une accusation grave. Il dit que votre fille a volé son cheval et a tenté de le tuer avec une pierre. Mon monde s'est à nouveau écroulé. Jude m'avait trouvé, et pire encore, il était arrivé avant moi, élaborant sa version des faits. »« Shérif », dit ma mère avec une fermeté que je ne lui aurais pas imaginée. « Ma fille est arrivée hier et m'a raconté une histoire bien différente. Elle a dit que son frère avait tué son père, mon mari, puis avait tenté de la maltraiter. » Le shérif regarda Jude puis moi, les sourcils froncés. « Ce sont des accusations très graves, madame. Avez-vous des preuves? J'ai le témoignage de ma fille, et si vous allez chez nous à Pinolow, vous trouverez le corps de mon mari enterré sous le pommier du jardin, le visage de Jude crispé par la haine. Elle ment. Ce sale gosse invente des histoires. Je ne ferai jamais ça. » Le shérif leva la main, demandant le silence. « Nous allons tous au poste. Il faut une enquête sérieuse. » Les heures qui suivirent furent les plus longues de ma vie. Assis dans une petite pièce étouffante du poste, je racontais mon histoire une fois de plus. Chaque détail, chaque horreur, le shérif écoutait, prenant des notes, le visage impassible. « J'enverrai des hommes à Pinolow, » dit-il quand j'eus terminé. « S'ils trouvent le corps, comme vous l'avez dit, votre frère répondra de meurtre. En attendant, vous deux, restez ici en ville. » J'ai passé 3 jours à agoniser en attendant des nouvelles. Jude était enfermé dans une cellule du poste et j'avais peur qu'il s'échappe, qu'il s'en prenne à nouveau à moi. Je n'arrivais pas à dormir. Je ne pouvais pas manger. Chaque bruit de la rue me faisait sursauter. Le 4e jour, le shérif est apparu dans la petite chambre où nous étions. Son visage était grave. « Nous avons trouvé le corps exactement là où la jeune fille l'avait dit, enterré sous le pommier. » Ma mère s'est effondrée sur une chaise, les mains sur le visage, en sanglots. Je suis restée paralysée, un mélange de soulagement et d'horreur. D'un côté, ils avaient cru que Jude paierait pour ce qu'il avait fait. De l'autre, la confirmation de la mort de mon père rendait tout trop réel, trop douloureux. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda ma mère entre 2 sanglots. « Votre fils sera transféré à la prison du comté de Jefferson, où il attendra son procès. Il est mineur. Il a 16 ans, mais pour le crime qu'il a commis, il sera jugé comme un adulte. La peine pour meurtre au 1er degré peut aller jusqu'à 30 ans. 30 ans. Ce chiffre résonnait dans ma tête. Jude serait enfermé jusqu'à sa vieillesse. Je devrais me sentir vengée, soulagée. Mais ce que je ressentais n'était qu'un immense vide, une tristesse qui semblait sans fin. Nous avions tout perdu. Mon père était mort. Mon frère allait passer sa vie en prison. Notre maison de Pinolow était désormais souillée de souvenirs trop horribles pour que nous puissions y retourner. Dans les mois qui suivirent, maman et moi avons essayé de reconstruire nos vies.
Elle continua à travailler à l'usine et je commençais à l'aider aussi, en apprenant à coudre. Nous dormions ensemble dans la petite pièce du fond, économisant chaque centime pour pouvoir un jour louer une petite maison à nous. Le procès de Jude eut lieu presque un an plus tard. C'était la première fois que je le revoyais depuis ce jour au commissariat. Il était plus maigre, plus pâle, mais son regard haineux était resté le même. Lorsqu'il me vit entrer dans la salle d'audience, ses yeux se plissèrent et il marmonna quelque chose que je ne pus entendre, mais que je pus lire sur ses lèvres. « Je t'aurai un jour. » Ces mots me glacèrent l'âme. Même menotté, entouré de policiers, même sachant qu'il serait condamné, la peur que je ressentais était presque paralysante. C'est alors que j'ai compris que je ne serais jamais vraiment en sécurité tant qu'il serait en vie. Et c'est à ce moment-là, assise sur le banc dur de ce tribunal, que j'ai commencé à planifier ma véritable vengeance. Il ne suffisait pas qu'il soit emprisonné. Il ne suffisait pas qu'il paie ses crimes en prison. Je voulais qu'il souffre comme il m'avait fait souffrir. Je voulais qu'il ressente la même peur, la même impuissance, le même désespoir. Le soir suivant le procès, où Jude a été condamné à 25 ans de prison, je suis retournée dans notre petite chambre et j'ai commencé à élaborer mon plan. C'était un plan de longue haleine, qui exigerait de la patience, de la détermination et une froideur que j'ignorais même posséder. D'abord, je devais devenir financièrement indépendante. J'ai commencé à travailler plus d'heures à l'usine, apprenant tous les secrets de la couture. Ensuite, j'ai commencé à faire des travaux supplémentaires la nuit, en cousant des vêtements sur mesure pour les dames riches de la ville. Mon talent naturel pour le fil et l'aiguille m'a rapidement fait connaître. En quelques années, à 18 ans, j'avais économisé suffisamment d'argent pour louer une petite maison pour ma mère et moi. À 20 ans, j'ai ouvert mon propre atelier de couture, un minuscule local en centre-ville. À 22 ans, j'avais déjà 3 employés. À 25 ans, j'ai acheté ma première maison, un immeuble de 2 étages avec une véranda, un bien que je n'aurais jamais imaginé posséder un jour. Pendant tout ce temps, je n'ai cessé de suivre Jude de près. Tous les 6 mois, j'allais voir Jefferson pour vérifier s'il était toujours en prison. J'ai découvert que c'était un détenu problématique, toujours impliqué dans des bagarres, toujours en isolement. À 27 ans, j'ai appris que Jude avait été transféré dans une prison de haute sécurité d'Atlanta après avoir tenté de tuer un autre détenu. Cette nouvelle aurait dû me réjouir. Il était encore plus loin, encore plus confiné. Mais cela n'a fait que renforcer ma détermination. Mon plan ne faisait que commencer. Si vous me suivez encore dans ce sombre voyage, sachez que le pire ou le meilleur, selon votre point de vue, restait à venir. La véritable vengeance, celle que j'avais méticuleusement planifiée pendant des années, n'arriverait que lorsque Jude se croirait enfin libre. Lorsqu'il croirait avoir échappé à son passé, lorsqu'il croirait pouvoir recommencer à me terroriser. Le temps passait, marquant son rythme implacable dans mes rides, dans mes cheveux qui commençaient à montrer les premiers cheveux gris. Maman tomba malade, d'une maladie pulmonaire que les médecins attribuèrent à la poussière de tissu qu'elle avait respirée pendant des années à l'usine. Je me suis occupée d'elle jusqu'à la fin, regardant cette femme forte dépérir lentement jusqu'à une nuit où elle ne s'est tout simplement plus réveillée. Sa mort m'a laissé vide pendant des mois. C'était comme si le dernier lien avec ma vie d'avant avait été rompu. Seul Jude restait, et mon projet de vengeance, devenu ma raison d'être. C'est à mes 35 ans que j'ai reçu la nouvelle que je redoutais et que j'attendais avec une angoisse maladive. Jude avait bénéficié d'une libération conditionnelle pour bonne conduite après avoir purgé un peu plus de 20 ans de sa peine. Mon cœur s'emballa en lisant la lettre officielle. Après tant d'années, il serait libre. Libre de revenir. Libre de tenir la promesse tacite qu'il avait faite au tribunal tant d'années auparavant. Mais je n'étais plus cette fillette de 11 ans effrayée. J'étais une femme accomplie, respectée, dotée de ressources et de contacts. Et surtout, j'étais prête à le recevoir. La nouvelle de la libération conditionnelle de Jude me tomba au ventre comme une pierre. 20 ans s'étaient écoulés depuis cette terrible nuit, mais la peur que j'avais ressentie en lisant cette lettre officielle était aussi réelle que le jour de ma première fugue. Sauf que maintenant, tout était différent. J'étais différente. Oak-Ridge était devenue ma maison. De modeste couturière, j'étais devenue la propriétaire du plus grand atelier de confection de la ville, l'atelier Angelina. J'avais une belle maison sur la rue principale, le respect de la communauté, chose à laquelle Jude ne s'attendait pas, de l'influence. Ces années de dur labeur m'avaient permis non seulement de gagner de l'argent, mais aussi de nouer des relations avec des personnalités influentes de la région. Le maire, le shérif, des juges. Tous me connaissaient et me respectaient. Pendant 2 décennies,
En plus de développer mon entreprise, j'ai cultivé ces amitiés de manière stratégique. J'ai toujours su qu'un jour Jude pourrait sortir de prison. Et je voulais être prêt. Chaque dîner que j'organisais pour les autorités, chaque don que je faisais à la campagne du maire, chaque déguisement que je cousais gratuitement pour la femme du shérif, tout cela faisait partie de mon plan. La lettre précisait que Jude serait libéré la semaine suivante, un mercredi. Elle précisait également que, comme condition de sa libération conditionnelle, il devrait se présenter régulièrement à un agent de probation et ne pourrait pas quitter l'État de Géorgie. Ce que la lettre ne précisait pas, mais que je savais par mes sources, c'était où il irait après sa libération. J'ai eu cette information par l'intermédiaire du fils de l'ancien shérif d'Oakidge, qui travaillait désormais au pénitencier d'État. D'après lui, Jude avait indiqué comme adresse pour sa libération conditionnelle une pension bon marché en périphérie de Jefferson. Apparemment, il avait noué des contacts pendant ses années de prison, des gens qui lui avaient promis de l'aider à sa sortie. J'imaginais 1000 scénarios différents. Jude pourrait tout simplement commencer une nouvelle vie loin de chez lui, oublier le passé, ne plus jamais me chercher. Mais je savais que la haine de mon frère était la seule chose qui le soutenait, la seule émotion qu'il comprenait vraiment. Il viendrait me chercher tôt ou tard. La veille de sa libération, je n'ai pas pu dormir. J'ai arpenté la maison, vérifiant les serrures des portes et des fenêtres, même si je savais qu'il ne réapparaîtrait pas de sitôt. J'avais installé le système d'alarme le plus moderne. Mais la peur l'emportait sur la raison. Une semaine s'est écoulée sans nouvelles. Et puis, j'ai presque commencé à croire que peut-être, il avait décidé de me laisser tranquille. C'est alors que j'ai reçu le premier signe, une lettre sans adresse de retour. À l'intérieur, juste une feuille de papier avec 5 mots écrits en lettres de travers. Je n'ai pas oublié ma promesse. Mon sang s'est glacé. Il savait où j'habitais. Il m'avait retrouvé même après tant d'années, malgré mes nombreux changements. J'ai apporté la lettre au shérif, un certain Claude, qui était devenu mon ami au fil des ans. « Angelina, c'est sérieux », a-t-il dit après avoir lu la menace. « Je ferai en sorte qu'une voiture de patrouille passe régulièrement devant chez toi, et nous vérifierons ses conditions de liberté conditionnelle. S'il sort de la zone autorisée, nous pourrons le renvoyer en prison. » Je l'ai remercié, mais je savais que ce ne serait pas suffisant. Jude était trop malin pour se laisser prendre aussi facilement. Il avait probablement envoyé la lettre par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, restant dans les limites géographiques qui lui étaient imposées. J'ai commencé à vivre en état d'alerte permanent. J'ai engagé un agent de sécurité privée pour surveiller la porte de mon magasin pendant la journée. La nuit, je dormais avec un revolver sous mon oreiller, cadeau du shérif, qui m'avait appris à tirer par précaution. 2 semaines après la lettre, j'ai vu un homme debout de l'autre côté de la rue, surveillant mon magasin. C'était la fin de l'après-midi. Le soleil se couchait déjà. Malgré la distance, même après 20 ans, je l'ai immédiatement reconnu. C'était Jude, plus âgé, plus mince, avec des cheveux presque entièrement blancs, mais toujours avec ses mêmes yeux. Ces yeux qui hantaient mes cauchemars depuis des décennies. Il n'a rien fait, il est resté là à m'observer. Quand il a remarqué que je l'avais vu, il a souri, d'un sourire froid et calculateur qui m'a rappelé la nuit où il avait tué notre père. Puis il a simplement fait demi-tour et est parti, disparaissant au coin de la rue. Cette nuit-là a été la pire depuis que j'avais appris sa libération conditionnelle. Il n'avait rien fait d'autre que se montrer, mais le message était clair. Je suis là. Je te surveille. Et au moment où tu t'y attends le moins, c'est là que j'ai décidé de mettre mon plan à exécution. Je ne pouvais plus attendre. Je ne pouvais pas vivre dans cette terreur constante. S'il voulait me terroriser, montrer son pouvoir sur moi, je lui montrerais que je n'étais plus cette fille sans défense d'avant. Grâce à mes contacts, j'ai découvert où il logeait. Une pension bon marché en périphérie de la ville, et non à Jefferson, comme il avait dit aux autorités. Il violait déjà sa libération conditionnelle par sa seule présence. Mais je ne voulais pas simplement le dénoncer et le renvoyer en prison. Je voulais plus. Je voulais qu'il ressente la même peur que j'avais ressentie pendant toutes ces années. Ma vengeance a commencé subtilement. D'abord, je l'ai fait expulser de la pension. Après une conversation avec le propriétaire, un rappel du casier judiciaire du nouveau locataire, une allusion informelle aux inspections sanitaires menées par la ville dans ce type d'établissement, je me suis dit. Le lendemain, Jude était à la rue, avec ses rares possessions dans un vieux sac à dos. Ensuite, je lui ai compliqué la tâche pour trouver du travail en ville. Un mot par-ci, une remarque par-là, et bientôt tous les établissements ont su qu'il avait été condamné pour meurtre et tentative d'abus.
personne ne voulait embaucher quelqu'un comme ça, surtout dans une petite ville comme Oakidge. Sans toit, sans travail, Jude commençait à désespérer. Je l'observais de loin, le voyant dépérir, dormir sur les bancs des parcs, demander à manger à la porte des restaurants. Cela me semblait juste. Il m'avait tout pris. Maintenant, je lui prenais tout. Mais ce n'était pas suffisant. Je voulais qu'il sache que c'était moi qui étais derrière tout ça. Je voulais lire la peur dans ses yeux lorsqu'il comprendrait que les rôles étaient inversés, que maintenant j'avais le pouvoir. Un soir, alors que je le voyais dormir sur un banc de la place centrale, je me suis approchée. 20 ans plus âgée, bien habillée, les cheveux coiffés. Je ne ressemblais plus à cette fille effrayée. Pourtant, il m'a reconnue immédiatement en ouvrant les yeux. « Petite sœur, dit-il d'une voix rauque, est enfin venue me rendre visite. »« Je suis venu voir ce qu'il te reste, » répondis-je en gardant mes distances. « Profites-tu de ta nouvelle vie ?» Il rit, d'un rire sec et sans humour. « C'est temporaire. Bientôt, je trouverai le moyen de m'imposer. »« Et après, tu essaieras encore de me faire peur ? Tu essaieras de me faire du mal comme tu as essayé cette nuit-là ? Qui sait ? Répondit-il avec ce sourire froid que je connaissais si bien. La vie est faite de rebondissements, n'est-ce pas ? C'est là que je compris que mon plan ne fonctionnait pas comme je l'espérais. Même réduit à cet état misérable, Jude ne montrait aucune peur. Au contraire, il semblait encore croire qu'il avait un certain pouvoir sur moi, qu'il pouvait me menacer. Il fallait que j'aille plus loin, beaucoup plus loin. Les jours suivants, j'ai intensifié ma vengeance. Je l'ai fait expulser, même des endroits où les sans-abri cherchaient habituellement refuge. J'ai veillé à ce que personne ne lui offre de nourriture ou d'aide. Peu à peu, il fut repoussé aux marges de la ville, dans les endroits les plus isolés et les plus dangereux. Une semaine après notre rencontre sur la place, je reçus un appel du shérif Claude. « Angelina, j'ai besoin que tu viennes au poste. Il s'agit de ton frère. » Mon cœur s'emballa. Jude avait-il fait quelque chose, attaqué quelqu'un, ou pire, avait-il découvert mon implication dans son malheur et m'avait-il dénoncé ? À mon arrivée au poste, le shérif était sérieux, le visage grave. « Nous avons trouvé votre frère ce matin au bord de la rivière. Il n'a pas survécu. » Les mots mirent du temps à prendre sens dans ma tête. Jude mort ? Comment ? Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Demandai-je d'une voix plus ferme que prévu. D'après ce que nous avons pu déterminer, il fréquentait des gens dangereux, le genre de personnes à qui on ne veut pas devoir d'argent. Il a été retrouvé avec des traces de coups violents. Le coroner dit qu'il est probablement mort d'une hémorragie interne. Une vague d'émotions contradictoires m'envahit. Le soulagement de savoir que je n'aurais plus jamais à le craindre. Un sentiment de culpabilité pour avoir indirectement contribué à cette fin, mais surtout le sentiment que justice était enfin rendue. Le cycle était bouclé. Nous avons besoin que vous procédiez à l'identification officielle et organisiez l'enterrement, poursuivit le shérif. Je sais que vous n'aviez pas de bonnes relations compte tenu de ce qu'il a fait à votre père, mais je ferai le nécessaire, répondis-je en l'interrompant. C'était mon frère, malgré tout. Ce même jour, j'ai vu le corps de Jude pour la dernière fois. Allongé sur la table froide du morgue, il semblait plus petit, plus fragile qu'il ne l'avait jamais été de son vivant. Les signes de violence étaient évidents, le visage tuméfié et violacé, les profondes coupures, les os brisés. Une partie de moi voulait éprouver de la pitié, de la tristesse, mais je ne ressentais qu'une étrange paix. J'ai organisé un enterrement simple, sans cérémonie religieuse. Seul le fossoyeur et moi étions présents lorsque le cercueil bon marché est descendu en terre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas prié. Je suis resté là, à regarder, sentant le poids des années se dissoudre lentement, comme si une chaîne invisible qui me liait au passé s'était enfin brisée. De retour chez moi ce soir-là, je me suis assise sur le porche et j'ai regardé les étoiles, repensant à tout ce qui s'était passé, à la façon dont cette fillette de 11 ans effrayée s'était transformée en la femme que j'étais aujourd'hui, à la peur qui m'avait accompagnée si longtemps que j'avais failli ne pas reconnaître la sensation d'en être enfin libérée. « Papa !» ai-je murmuré au ciel étoilé. « C'est fini. C'est enfin fini. » Dans les mois qui ont suivi, j'ai été surprise par ce que j'ai ressenti. Il n'y avait pas l'euphorie que j'imaginais ressentir lorsque Jude quitterait enfin ma vie. Au contraire, il y avait un calme, une acceptation, comme si un chapitre très long et douloureux s'était enfin terminé, laissant place à un nouveau chapitre. Je me suis reconcentrée sur mon entreprise, que j'avais quelque peu négligée pendant ces semaines tumultueuses. J'ai commencé à participer davantage à la vie de la communauté,
à m'ouvrir davantage aux autres. J'ai même commencé à penser à quelque chose que je n'avais jamais envisagé auparavant, fonder ma propre famille. À 35 ans, beaucoup diraient qu'il était déjà tard. Mais pour moi, c'était comme si la vie ne faisait que commencer. C'est lors d'une réception paroissiale que j'ai rencontré Sébastien, un veuf de quelques années mon aîné, père de 2 enfants adultes. C'était un homme doux et calme, complètement différent des hommes que j'avais connus tout au long de ma vie. Quelque chose chez lui, peut-être la façon dont ses yeux semblaient sourire même lorsqu'il était sérieux, ou son écoute attentive lorsque je parlais, m'a immédiatement captivé. Notre cours s'est déroulé lentement, respectueusement. Il n'a jamais mis la pression, n'a jamais exigé plus que ce que j'étais prête à donner. Lorsqu'il m'a demandé en mariage 6 mois plus tard, j'ai ressenti un mélange de bonheur et de peur. Serais-je prête à partager ma vie avec quelqu'un après tout ce que j'avais traversé? Serais-je capable de faire autant confiance à quelqu'un? Mais Sébastien a été patient. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, a-t-il dit. Prends tout ton temps. Je serai là à t'attendre. 1 mois plus tard, j'ai accepté. Le mariage fut simple, juste des amis proches et sa famille. J'ai entamé une nouvelle étape de ma vie, apprenant peu à peu à être une épouse, une belle-mère, à faire à nouveau partie d'une famille. Je n'ai jamais eu d'enfant biologique. Les médecins ont dit que les traumatismes physiques et émotionnels de mon enfance avaient laissé des séquelles irréversibles à cet égard. Mais les enfants de Sébastien m'ont accepté comme membre de la famille. Et avec le temps sont arrivés les petits-enfants qui ont rempli notre maison de joie. Les années ont passé. Les rides sont apparues. Les cheveux blancs se sont multipliés. Sébastien est parti avant moi il y a presque 10 ans d'une crise cardiaque dans son sommeil. Ce fut une perte douloureuse, mais différente de la douleur atroce que j'ai ressentie lorsque j'ai perdu mon père. C'était une douleur de maturité, un désir qui coexistait avec la gratitude pour les années que nous avons passées ensemble. Et aujourd'hui, à 81 ans, assise dans ce rocking chair, regardant la vie défiler devant ma fenêtre, je repense à tout ce que j'ai vécu. La terreur de ces jours à Pinolow, le long chemin de la reconstruction, la vengeance qui, au final, ne s'est pas déroulée exactement comme je l'avais prévu, mais qui m'a apporté la conclusion dont j'avais tant besoin. J'ai appris que la vie suit rarement le chemin tracé. Que la douleur peut nous briser ou nous renforcer selon ce que nous choisissons d'en faire. Que même dans les situations les plus désespérées, il y a toujours une issue. Il y a toujours un lendemain. Mes chers amis, qui m'avez accompagné jusqu'ici dans ce douloureux voyage à travers mon passé, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté une vieille dame, libérée des souvenirs qu'elle porte depuis tant de décennies. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker pour que d'autres puissent la connaître. Si vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires de femmes qui, comme moi, ont trouvé la force là où il semblait n'y en avoir aucune. La vie n'est pas toujours juste, mes chers, mais elle nous donne toujours l'occasion de réécrire notre propre histoire, de trouver la beauté même après les plus grandes obscurités. Avec amour, cette vieille dame qui a appris que la vraie vengeance ne consiste pas à faire souffrir ceux qui nous ont blessés, mais à reconstruire notre vie si belle et si riche que le passé perd son emprise sur nous. Je suis grand-mère Angie, la couturière, et je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse tous et que nos enfants, qui représentent le plus bel avenir du monde, ne manquent jamais d'amour et de protection.